Elle survolait une avalanche de chiffres à peine munis de deux indices, des fraudes uniques faites auprès de clients riches, et des achats qui étaient toujours les mêmes, des bijoux et des montres de luxe. L'ordinateur détectait ces transactions sans peine. Parfois, l'arnaque était récente, mais elle pouvait aussi remonter à 2 ou 3 ans. Les montants dépassaient rarement 5 000 $ et l'incident ne se répétait jamais. De vrais et authentiques one-night stands. Si on se fie à cette petite enquête, il y a d'autres cartes de crédit volées, d'autres papiers d'identité qui existent quelque part. À mon avis, les cartes trouvées de la jeunesse n'ont servi qu'aux achats récents, contrairement aux autres qu'on a sûrement cachées ou détruites qu'on a laissées traîner seules. Cette découverte est intéressante, admit Jérôme, mais ça n'explique pas pourquoi. Brigitte a décidé d'éliminer 4 personnes. La piste de l'argent, ça nous mène à Carl Leclerc. C'est lui qui était derrière la fraude. Creuser de ce côté, c'est s'éloigner de Brigitte. L'enquêteur Blanchette se rembrunit. Elle croyait détenir le bon filon, mais voilà que Marceau remettait tout en question. Elle avait toujours les mains rivées au clavier de son ordinateur, cependant ses doigts étaient immobiles. Sans se laisser démonter, Jérôme se pencha sur la table, souleva le relevé de compte bancaire de Brigitte Julien et désigna un montant au milieu d'une page. Il faut savoir d'où vient ce transfert électronique de 1 250 $, celui qui revient le 15 de chaque mois. Si on s'est donné tant de mal cacher la provenance de ce virement, ici, une craque de l'informatique comme toi ne parvient pas à retracer l'origine, c'est que quelqu'un cherche à dissimuler quelque chose. C'est un détail, protesta Blanchet. Les cartes de crédit, c'est une fraude majeure. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il n'est pas question de fermer les yeux. Si tu as découvert la petite combine de Brigitte et de son père, c'est qu'elle était cousue de fil blanc. Ça ne semble pas être le cas des transferts électroniques opérés sur le compte de Brigitte Julie. Quelqu'un essaie de nous berner. Blanchet accusa le coup. Elle retira ses mains du clavier et se cala dans son fauteuil. Elle croyait avoir bien travaillé, mais cela ne semblait pas être l'avis de Marceau. Tu as des nouvelles d'O'Leary et Corriveau? J'ai parlé à O'Leary, fit-elle mollement. Il est toujours dans le condo de Melbourne. J'ai cru comprendre qu'il avait trouvé quelque chose. Comme, a simplement dit qu'on serait passé à côté de quelque chose d'important s'il n'y était pas retourné. Il a d'ailleurs insisté pour que je te le dise. Il paraît, lança-t-elle, sur un ton sarcastique, que tu as eu une sacrée intuition en le revoyant là-bas. Jérôme ne savait pas s'il devait prêter foi aux paroles de l'Irlandais. Un tel compliment de sa part lui paraissait suspect. Il préféra ne pas élaborer sur le sujet. On se revoit en fin de journée. Ou demain matin, suggéra-t-elle en lui remettant l'adresse de Sofiarov. Il hocha la tête en invitant de répondre et attrapa son anorak qui sortit. Outremont était une ville sans souterrain, sans couloir et sans corridor reliant les édifices entre eux. Comme cette enclave n'était desservie que par de rares stations de métro, il n'aurait d'autre choix que de sortir et d'affronter la tempête pour se rendre chez la greffière. Peut-être aurait-il envie de rentrer chez lui après cette sortie nocturne. Jérôme était posté devant une fenêtre de la bouche de métro Édouard Montpetit. Lorsqu'il avait dit à Souniarov qu'il n'était pas suffisamment habillé pour braver la tempête, il y avait eu un silence au bout du fil. Un très long silence. Vous vous déplacez en métro. S'était-elle étonnée. Il avait affirmé en disant que c'était plus facile compte tenu du nombre réduit de voitures de police qui circulaient en ce moment. C'était un mensonge, bien sûr. Dans ce cas, je vais me déplacer. Ce que j'ai à vous dire est important. Il s'était donné rendez-vous à l'entrée de cette bouche de métro sans chambre, construction de béton oblique aussi froide que l'hiver lui-même. De gros flocons de neige tombaient, les rues étaient désertes. Les chasse-neige jouaient au chat et à la souris avec le temps. Il peinait à nettoyer les grands artères qui se congestionnaient dès qu'il avait le dos tourné. Les bancs de neige bloquaient la vue où que l'on regarde. Le vent violent tordait les branches des arbres et soulevait la neige en rafale. Jérôme commençait à croire que Somiorov ne viendrait pas. Il faisait vraiment trop mauvais. Puis, à travers un coin de vitre qu'il avait dégivré, il aperçut une silhouette toute ronde s'avançant sous un réverbère. Il n'en croyait pas ses yeux. La greffière avançait, raquette aux pieds. Lorsqu'elle arriva dans la porte vitrée, Jérôme se rendit compte que son équipée n'avait rien d'une partie de plaisir. Somiorov était clairement effrayé. Enquêteur Marceau, annonça-t-il en lui tendant la main. Vous êtes seul. Il la rassura en lui ouvrant la porte en grand.
agir, il se pencha et fit sauter les attaches de ses pieds. Ses raquettes d'aluminium de petits formats s'emboîtaient l'une dans l'autre. Ses gestes étaient ceux d'une nouvelle sportive. Elle passa à l'intérieur et attacha ses raquettes à son sac à dos. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici, lui dit Jérôme. Souniarov l'examina du pied en cap. Ses chaussures n'étaient absolument pas appropriées au temps qu'il faisait et son anorak grand ouvert était couvrant davantage qu'un manteau d'hiver. Vous n'avez peur de rien, marmonna-t-elle. Ou non plus. Il parlait de la tempête, du fait qu'elle était sortie dans la tourmente pour venir à sa rencontre. Mais elle aurait autre chose en tête. Vous vous trompez, j'ai très peur. Il fallait que je vous en parle. Elle descendit la fermeture éclair de son manteau, plongeant une main à l'intérieur et exhiba un dossier. Un cartable, en fait, très semblable à celui qu'elle serrait sous sa poitrine. La dernière fois qu'ils s'étaient croisés au palais de justice. Vous trouverez tout là dedans, c'est-à-dire. Il n'y avait pas un chat dans l'entrée de la station de métro, mais Souniarov prit tout de même le temps de regarder autour, et même de l'entraîner plus loin derrière une colonne de béton, en béton. Ses cheveux poivre et sel tombèrent sur ses épaules lorsqu'elle se décoiffa. Son visage avait 10 ans de moins que son épaisse chevelure. Les accusations de fabrication et usage de faux étaient très graves. L'autre matin au tribunal, ce qui a écopé d'une amende pour prostitution s'appelait Julie Sanche. Mais en réalité, la personne qui aurait dû comparaître était une certaine Brigitte Leclerc. Nous savons déjà cela, fit Jérôme. Les traits de Souniarov se figèrent. Elle mit un moment à se remettre de sa surprise. Du coup, Jérôme la sentit hésitante, craintive. Il s'empressa de la rassurer. Vous ne devez pas avoir peur. Il ne vous arrivera rien. Que savez-vous encore? Elle jeta œil par-dessus son épaule. On aurait dit qu'elle regrettait d'être venue jusqu'à là et qu'elle préparait sa sortie. Jérôme chercha à la retenir. Vous devez le savoir, vous, pourquoi cette accusation a été retirée à la dernière minute. Les preuves ne semblaient pas manquer. Du menton, elle pointa le dossier qu'elle venait de lui remettre. Ils sont toutes là, les preuves, photocopiées, parce que le dossier original a disparu. Enfin, j'ignore où il se trouve. Il faut être sacrément bien placé pour faire disparaître une preuve comme celle-là. Souniarov était de plus en plus tendue. Rachel lui avait dit qu'elle lui faisait confiance, qu'elle ne voulait parler qu'à lui. Mais Jérôme commença à en douter. La lèvre inférieure de la greffière tressaillait, comme si elle était sur le point de se mettre à pleurer, dans un geste qui l'étonnait lui-même. Il passa son bras gauche derrière son épaule et la tira vers lui. Souniarov s'abandonnait complètement et fondit en larmes. Il la laissa pleurer un moment, puis lui souffla à l'oreille. Vous avez peur des conséquences, c'est ça? Elle hochait imperceptiblement la tête. Et qui pourrait vous faire payer votre indiscrétion? Souniarov portait un anorak si épais, si chaud, que Jérôme distinguait à peine les formes de son corps, et pourtant il la sentait frissonner. Si le prix à payer est trop élevé, fit-il encore, ne dites rien. Ce serait trop injuste. Alors laissez-moi le dire à votre place. Vous n'aurez qu'à confirmer. Qu'à me dire si je me trompe ou non. Elle se dégagea légèrement, jaugea du regard et mesura sa proposition. Au bout d'un moment, elle opina de la tête. Elle voulait bien entendre ce qu'il avait compris jusqu'à-là. Les accusations qui pesaient contre Julie Sand ont été abandonnées au cours du week-end précédent, la tuerie sans préavis. Même l'avocat de Gilbert Bois n'était pas au courant, précisa-t-elle. Le juge Rochet m'a envoyé le chercher parce qu'il n'était pas à la séance. C'est ce qui vous a sauvé la vie, fit remarquer Joe. À nouveau, la greffière chercha son épaule et se remit à pleurer. L'échange se poursuivit sans qu'il desserre son étreinte. Seul le juge Rochette était en mesure de faire tomber ses accusations de fabrication et usage de faux. Comme il était le seul, d'ailleurs, à pouvoir faire passer Jules Change, alias Brigitte Leclerc, pour l'allée des huissiers pour se rendre à son procès. Elle est passée par l'allée des huissiers, s'étonna-t-elle. Jérôme ne répondit pas. Il cherchait à étirer le moment. Habituellement, les étreintes le gênaient avec son seul bras. Il avait l'impression de ne donner que la moitié de son affection. Vous avez peur d'Evelyne Lebel, la femme du juge, fit-elle en lui parlant à l'oreille. Il sentit sa tête bouger au creux de son épaule, un sursaut brusque qui laissait croire qu'elle était en fait terrorisée. Vous avez peur de François Sévigny également, le procureur de la couronne. Elle acquiesça une nouvelle fois. Il est venu vous voir, il vous a interrogé. Non,
Je devrais plutôt dire qu'il vous a intimidé. Soigneurov disait oui à tout sans jamais relever la tête. Jérôme aurait voulu l'écarter doucement pour contempler son visage qu'il avait trouvé si beau avant qu'il ne se décoiffe et que ses cheveux ne viennent simuler ses traits. Il aurait voulu lui dire combien il était touché qu'elle lui accorde sa confiance, mais il se garda bien de le faire. Vous avez peur de me dire que le juge Rochette est un client de Brigitte Leclerc. Elle hocha la tête en pleurant, à chaudes larmes. Jérôme avait bien fait de venir la rencontrer. Elle avait tout dit sans prononcer un seul mot, mais surtout, elle avait confirmé ce qu'il avait depuis un moment déjà. Le juge Rochette était une victime en trompe-l'œil.